Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc parler de la différence entre un investissement indiciel sur un ETF versus un investissement sur des actions à dividendes. C'est un débat que j'ai eu assez récemment sur Twitter. C'est donc pour ça que je décide d'en parler en vidéo aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important d'en parler, du moins pour que les gens aient une autre version de ce qui peut leur être proposé de manière générale sur les réseaux, notamment Twitter, X, notamment avec la stratégie d'action à dividende dans laquelle je suis moi-même tombé au début de mon parcours d'investisseur et pour laquelle je suis désormais assez critique, étant donné que avec les différentes recherches que j'ai pu faire, je me suis vite aperçu que malheureusement, c'était sûrement une très bonne stratégie pour les investisseurs qui n'étaient pas en France, mais étant donné que nous sommes français, malheureusement cette stratégie-là ne correspond pas à notre fiscalité qui est actuellement en place, à regret bien sûr. Bon, cette vidéo risque d'être un petit peu biaisée, vous l'avez compris, étant un fervent supporter des ETF, pour les raisons que je vais vous évoquer juste après. J'ai pris une petite liste des différents arguments qui sont opposés au fait d'investir sur des ETF, des fonds indiciels, par les personnes qui défendent les actions individuelles et les dividendes. Et pour être un petit peu plus clair avec vous, pourquoi je défends la passivité dans l'investissement, du moins euh, pour un capital qui est entre, on va dire, 0 et 1 million d'euros, il faut aller au plus simple. Et il y a deux facteurs essentiels qui jouent en défaveur des actions à dividendes ou du moins une gestion active en bourse. Et ces deux facteurs, donc, en France, sont en un la fiscalité et en deux la psychologie humaine. Donc la fiscalité, tout simplement parce que chaque versement de dividende hors PEA en France est imposé à la flat tax, donc 30%, ce qui constitue une impossibilité de soi-même autoréguler ses investissements, étant donné qu'on ne peut pas décider quand on se verse ce revenu, entre guillemets. Ça revient un peu au même que d'être salarié, comparé à un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, peut capitaliser l'argent qu'il gagne, contrairement à un salarié qui, lui, perçoit une somme fixe à une échéance fixe et ne peut que se retrouver devant le fait accompli d'avoir son revenu à la fin du mois, comme quelqu'un toucherait un dividende chaque trimestre par exemple ou chaque mois. Il sera du coup imposé, alors que cet argent, par exemple pour une base de 10, va être imposé à la flat tax 30%, on se retrouve avec 7 euros, alors qu'en réalité, ces 10 euros, si jamais ils ne sont pas imposés à la flat tax, peuvent être automatiquement réinvestis, et c'est tout le principe des ETF capitalisants, et ce qui en fait tout leur intérêt. Et le deuxième point, la psychologie humaine, tout simplement parce que euh, nous sommes tous humains, et moi le premier. On a tendance à acheter quand c'est vert et à vendre quand c'est rouge. Et malheureusement, c'est ce qui fait de nous de très mauvais investisseurs par nature. À travers cette vidéo, je souhaite justement encourager les gens à travailler sur leur psychologie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo d'essayer de démonter quelques arguments pro action à dividende que l'on retrouve souvent sur les réseaux. Donc un des premiers arguments qui est avancé, c'est que on ne peut pas tenir un investissement pendant 30 ans sans y toucher. C'est-à-dire qu'un investisseur qui investit sur des ETF doit forcément rester 30 ans investi sur les marchés, sinon sa stratégie est inefficace. Malheureusement, c'est faux. C'est pas plus improbable de tenir une position sur un ETF pendant de nombreuses années que de tenir des actions individuelles pendant 30 ans. C'est la même difficulté, ça demande la même rigueur intellectuelle. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ça ne discrédite pas ni l'un ni l'autre. En revanche, ça montre bien que
derrière tout ça, c'est bien une question de psychologie humaine. Est-ce que l'investisseur va être capable de tenir sa stratégie sur le long terme, ou bien est-ce qu'il va en changer tous les 1 an, tous les 2 ans, comme ce que l'on voit statistiquement. Voilà, un investissement financier en bourse n'est en général détenu que euh, durant une durée de 2 ans en moyenne. Donc, c'est très peu. Et justement, c'est ça au contraire qu'il faut encourager, c'est de rester longtemps sur les marchés. C'est la durée de détention qui fait la force de l'investissement en bourse. Un autre argument, c'est que faire du DCA sur un ETF ne permet pas de répliquer parfaitement la performance de l'indice. Forcément, si on achète un petit peu chaque mois l'indice, on va avoir une performance moyenne sur l'année. Et donc, si jamais, par exemple, l'ETF fait une performance de 10% et qu'on a acheté un peu au plus haut, un peu au plus bas, on va avoir peut-être une performance moyenne de 5%. Sauf que ce raisonnement est valable uniquement en année N, l'année en cours. Une fois que le capital va être investi, et si jamais il reste justement sur le long terme, en année N plus 1, ce capital aura bien la performance de l'indice. Et donc, cet argument n'est plus valable, du moins il n'est valable que la première année, c'est vrai, ça je dois l'admettre, que investir en DCA ne permet pas d'avoir une surperformance du marché. Mais ce n'est pas réellement ce qu'on cherche à avoir quand on cherche à investir sur le long terme. Nous, ce que l'on veut, c'est déjà répliquer la performance du marché, et ce sera déjà une très belle performance, puisque on préfère prendre un petit peu moins de risques, mais s'assurer une certaine performance minimum. Un investisseur qui investit en DCA, en réalité, il fait une sorte de lump sum, c'est-à-dire qu'il investit tout d'un coup. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'il investit d'un coup son cash qui est disponible à l'instant T. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres possibilités, il n'a pas de capital à investir. Donc, il n'a que, on va dire, ses revenus récurrents, son salaire peut-être, sa capacité d'épargne peut-être, voilà, de quelques centaines, milliers d'euros peut-être pour les plus chanceux. Mais en fait, il investit déjà en réalité le maximum qu'il peut supporter. Donc, il fait déjà de son mieux. Forcément, si on analyse cette stratégie après, oui, c'est sous-optimal. Mais en réalité, l'investisseur n'avait pas mieux à faire sur le moment. Ensuite, un autre argument, c'est que l'investisseur passif ne touche pas de revenus. Il ne profite pas de son capital, il ne profite pas de ses investissements tout au long de sa vie, et donc il va mourir dans 30, 40 ans sans avoir pu profiter de ses investissements. Cet argument, bien entendu, est faux, puisque on n'a pas besoin de recevoir un dividende qui nous est, que nous n'avons même pas choisi, puisqu'il est tout à fait possible de vendre une partie de son capital pour uniquement subvenir aux besoins que l'on a nous-mêmes définis. Recevoir un dividende est totalement arbitraire, on n'a aucun moyen de décider seul, du moins, même si on est techniquement actionnaire, on n'a aucun moyen de décider de sa valeur, même si c'est voté en assemblée générale. Et donc ces investisseurs vont prétendre qu'il vaut mieux sécuriser du cash maintenant, des bénéfices maintenant, que peut-être d'espérer un rendement futur, qui d'ailleurs n'arrivera peut-être jamais, étant donné que les marchés financiers peuvent se casser la gueule. Et donc, celui qui aura perçu des dividendes aura sécurisé une partie et aura été récompensé pour son investissement. Alors qu'en réalité, il n'a fait que déclencher un acte taxable par l'État français. Il n'a fait que diminuer son capital, donc du montant du dividende perçu, plus l'imposition qui devra être payée du coup cette année. Donc il n'a à la fois ni choisi son revenu, ni choisi le moment de le percevoir, et en plus il réduit son capital à petit feu. Alors qu'il aurait pu tout simplement le capitaliser, certes en payant des frais annuels, étant donné que les ETF ont des frais, mais qui sont totalement négligeables sur le long terme, étant donné que si jamais ils ont été réfléchis en amont, eh bien, il est tout à fait possible d'obtenir des ETF à des frais allant de 0,15, parfois 0,10% même pour les plus faibles.
Donc c'est totalement gérable et totalement d'ailleurs anticipable à l'avance, contrairement éventuellement aux dividendes qui peuvent être eux coupés et qui peut, bon certes augmenter, il faut l'admettre, mais voilà, qui peuvent être amenés à varier au cours du temps. Dans la continuité de cet argument-là, bien sûr, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vendre un capital qui s'apprécie, ce n'est pas piocher dans son capital initial. C'est-à-dire que si jamais on vend peut-être 1% de notre capital, si celui-ci s'apprécie de 2, vous comprenez bien que on n'a pas perdu en argent. Au contraire, on a juste décidé d'utiliser une partie de notre plus-value latente et de la matérialiser en revenus, entre guillemets, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et donc, ça c'est un argument très classique de la consommation du capital. Donc je ne veux pas vendre mes ETF parce que je vends mon capital. Alors que mon investissement en action, elle, n'est pas grignoté, étant donné que voilà, le dividende est un cadeau sous seul prétexte que je suis actionnaire. Non, c'est juste un détachement de valeur. L'action, en réalité, représente exactement la même chose avant ou après le détachement du dividende. Donc, on a juste voilà, détaché une partie de la valeur de l'action et qui a été versée donc, aux actionnaires. Il n'y a eu aucune création de valeur dans cet acte-là. Il est également très courant un investisseur de lui proposer de commencer donc on va dire sa carrière d'investisseur avec un ETF capitalisant, puis à terme de passer sur des actions à dividendes ou bien un ETF distribuant pour enfin avoir des revenus. La seule chose que vous allez réussir en passant d'un ETF capitalisant à un ETF distribuant, sous prétexte de vous distribuer des revenus de manière automatique, c'est tout simplement de diminuer le capital total qui va pouvoir être mis au travail. Vous allez donc matérialiser la plus-value latente, la faire imposer, puis réinvestir ce qui va vous rester. Alors que vous auriez pu tout simplement rester depuis le début avec un ETF capitalisant et encore une fois en vendre uniquement ce dont vous en avez besoin. Les ETF sont trop diversifiés, tu dilues ton rendement. Alors effectivement, il est possible d'avoir une surperformance en choisissant qu'un nombre limité d'entreprises, peut-être une dizaine, une quinzaine, et voilà, d'espérer une surperformance parce que on a fait voilà, quelques bons choix judicieux sur le moment, alors que un ETF effectivement représente en moyenne 500, voilà, peut-être même plus d'entreprises. Donc forcément, le mieux qu'on puisse espérer, c'est le rendement moyen du marché, ce que personnellement je trouve déjà pas mal, mais c'est une reproche qui est faite aux ETF. Ce à quoi je réponds à cet argument, c'est qu'il va être tout aussi dur de répliquer donc une stratégie qui a une surperformance pendant de nombreuses années que de répliquer le marché durant ces 10, 20, 30 prochaines années. Bon courage en tout cas si jamais vous vous lancez là-dedans, et je vous souhaite du moins d'avoir cette surperformance par rapport au marché pendant la même période d'investissement. En revanche, moi, je m'en sens incapable, et donc c'est pour cette raison que je décide de me contenter, on va dire, et encore une fois c'est déjà pas mal, d'une performance moyenne, plutôt que de consacrer du temps et de l'énergie à vouloir créer de l'alpha, qui d'ailleurs n'est pas assuré. Et donc pour le dernier argument, c'est qu'en ETF, on n'a aucune garantie de toucher de l'argent. En effet, effectivement, il n'y a rien qui nous garantit que dans 20 ans, le marché ne soit pas plus bas que ce qu'il n'est actuellement. Et si jamais on a tous nos œufs dans le même panier, dans un seul ETF, en effet, il est tout à fait probable que dans une mauvaise phase de marché, on se retrouve à ne pas avoir sécurisé de bénéfices et d'avoir une moins-value et qu'il nous faille encore patienter quelques années avant que ça remonte à notre point d'entrée. Sauf qu'un bon investisseur aura fait en sorte de s'assurer une épargne de précaution pour pouvoir tenir du moins le plus possible les années où le marché est dans le rouge, et de pouvoir piocher dans son épargne de précaution
afin de laisser le temps à ces investissements en ETF de remonter la pente et de repasser en plus-value pour pouvoir voilà, en retirer. Et donc c'est ce jeu de vase communicant qui est intéressant et qui effectivement, s'il n'est pas fait, peut vite rendre la stratégie d'investissement par ETF beaucoup plus compliquée. Mais on va dire que le fait d'avoir une épargne de précaution est un indispensable. Et donc je ne doute pas que tous ceux qui me regardent aujourd'hui possèdent avant tout une épargne de précaution avant même de considérer le moindre investissement. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les ETF contre les actions à dividendes. J'espère avoir été suffisamment convaincant pour du moins vous encourager à investir de manière passive afin de vous faire gagner du temps et également de l'argent, notamment à travers cette fiscalité extrêmement désavantageuse qui est très caractéristique donc de la France. Si jamais vous êtes un fervent défenseur des actions à dividendes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à me mettre vos contre-arguments, je n'hésiterai pas à y répondre. Et sinon, sur ce, je vous souhaite de bons investissements et à très bientôt.